Un mariage de rêve, une fiancée sublime, un empire bâti à la sueur du sang, et dans un silence feutré. Le murmure d'une trahison qui pulvérise tout. Adewale Okonkwo ne manquait de rien. À 34 ans, il était l'un des hommes les plus influents du Nigeria. PDG d'un conglomérat tentaculaire allant du pétrole aux médias, ses décisions faisaient frémir les marchés. Sa villa à Banana Island scintillait chaque soir comme un joyau posé sur l'océan. Mais ce matin-là, le soleil semblait étrangement froid. Dans la grande cour intérieure décorée de pétales d'hibiscus et d'orchidées pour les derniers préparatifs de son mariage, Adewale se tenait seul, contemplant son reflet dans la vitre de la baie. Impeccable. Un homme au sommet de sa vie. Son téléphone vibra, mais il l'ignora. Trop de choses en tête. Le monde entier attendait ce mariage comme une fusion entre la royauté et la richesse. Et elle, Chimamanda, sa fiancée, belle comme un conte ancien, avait tout conquis. Son cœur, sa mère, même ses associés les plus méfiants. Mais à quelques pas de là, dans le jardin, à l'abri des regards, quelque chose se brisait. Adewale voulait simplement vérifier la disposition des musiciens. Il marcha doucement vers la pergola. Puis il s'arrêta. 2 voix étouffées mais familières. La première, douce, rieuse, parfumée de faux amours. Chimamanda. La seconde, masculine, plus rauque, chargée d'arrogance. Son propre cousin. Son témoin. Après-demain, il signera ce contrat. Et je le jure, dans 3 mois, c'est moi que tu retrouveras dans ton lit. Silence. Un baiser. Une promesse. Le monde d'Adewale devint un écho. Il recula lentement, le cœur anesthésié, les muscles figés. 1 millier de décisions de haute finance, 100 de crises industrielles, et pourtant, il n'avait rien vu venir. Il chancela un instant, mais se redressa. Personne ne l'avait vu. Adewale rentra dans la maison, le regard vide. Dans l'ombre du couloir, le tableau de son père le regardait. Un ancien général de l'armée nigériane, un homme impitoyable. Une voix intérieure qu'il croyait morte depuis l'enfance murmura. « Tu sais ce que tu dois faire. Ce n'est plus un mariage, c'est une guerre. » Son monde venait d'exploser. Et pourtant, c'était seulement le début de son voyage. Lagos se réveilla dans un silence brisé. Le matin du mariage d'Adewale Okonkwo aurait dû être un festival de klaxons joyeux, de danses traditionnelles et de prières entrelacées de champagne. Mais les invités, les journalistes, les gardes de sécurité et même la mère de la mariée se tinrent là, devant les portes de la grande villa, hébétés. Adewale avait disparu. Chimamanda, robe blanche brodée de cristaux Swarovski, tenait son bouquet avec une main tremblante, les yeux fixant l'espace comme s'il allait sortir d'un nuage et tout effacer. Well Junior, pourtant d'un sang-froid inquiétant, suait. L'ambassadeur du Qatar s'ennuyait. Un cœur de téléphone sonna en vain. Mais dans un vieux bus délabré quittant l'Ekki en direction du nord, un homme sans costume regardait par la vitre. Adewale Okonkwo, sans garde du corps, sans Rolex, sans attache, filait à travers le Nigeria profond, dissimulé sous une casquette, habillé d'une chemise simple, les traits durs, l'esprit en flammes. Il n'avait prévenu personne. Pas même sa mère. Son téléphone était éteint. Sa bague de fiançailles? Jetée dans la lagune. Pendant 3 jours, il roula, puis marcha, puis paya un motard pour atteindre un petit village du plateau, là où il avait été envoyé, adolescent, en punition après une bagarre avec un professeur. C'était un coin que son père appelait la terre de silence, et Adewale savait que personne ne penserait à le chercher là. Il fut accueilli par une vieille femme aveugle, Mahud, qui ne parlait d'Ouak, qui ne parlait qu'avec les ancêtres et avait l'eau des racines. L'enfant du tonnerre est revenu sans bruit, dit-elle en tendant la main vers lui. Il tomba à genoux, pris d'un sanglot rauque, le premier depuis ses 8 ans. Mais il refusa de raconter, refusa de pleurer davantage, refusa d'expliquer, il refusa l'appel au combat. Dans sa tête, il voulait enterrer sa colère, éteindre la douleur, laisser Lagos mourir sans lui. Durant 15 jours, il resta là, coupait du bois, portait l'eau, dormait sous le toit de paille. Aucun média ne le retrouva, pas même la police. Mais le monde, lui, ne le laissa pas en paix. Un après-midi d'orage, un enfant du village surgit en courant. Il tenait un vieux téléphone Nokia trouvé dans les mains d'un voyageur blessé. « C'est ton nom, Adewale ? Ils disent que tu es mort. » Il prit le téléphone. L'écran était fissuré, mais les mots étaient clairs. PDG d'Okonkwo Industries, porté disparu. Des documents montrent qu'avant sa disparition, Adewale aurait cédé l'ensemble de ses droits à Well Junior. L'empire change de main. Le mariage est annulé.
Chimamanda et Weil vus ensemble à Abu Dhabi. Son cœur se contracta. Il se leva lentement. Ce n'était pas seulement une trahison sentimentale, c'était une exécution financière. Il n'avait pas fui. On avait prévu qu'il fuirait. Il comprit alors. Ce n'était pas un accident. Ils avaient tout orchestré. Et son refus de l'appel n'était plus une retraite. C'était une faiblesse exploitée. Mama Uduak lui prit la main et dans un murmure qui sentait l'encens, elle dit « Même le lion, s'il dort trop longtemps, devient la proie. » Adewale releva la tête. Ses yeux n'étaient plus vides. Il brûlait. Il n'était pas mort. Et désormais, il ne reviendrait pas en tant qu'homme. Il reviendrait en tempête. La pluie s'écrasait sur les toits de tôle comme des tambours de guerre. Dans la hutte de Mama Uduak, la lumière vacillait, oscillant entre la flamme et l'ombre, comme si même le feu hésitait à témoigner de ce qui allait se dire. Adewale était assis, torse nu, des cicatrices anciennes visibles sur sa peau. Il n'avait pas dormi depuis 2 jours. Ses poings saignaient, résultat d'un accès de rage contre un arbre. Mais son regard était calme. Ce calme-là, dangereux, qu'on retrouve chez ceux qui n'ont plus rien à perdre. Ils m'ont vidé. Ils ont pris mon nom, ma parole, mon empire. Non, répondit Mama Uduak, ils ont pris ce que tu croyais être toi. Le reste, c'est encore là, enterré sous la peur. Elle tourna lentement, prit un objet enroulé dans un tissu rouge, un vieux carnet à la couverture en cuir usé. Ceci appartenait à ton père. Adewale le prit. À l'intérieur, des noms, des dates, des lieux, mais surtout des secrets. Des mouvements de fonds dissimulés, des transactions en Suisse, au Kenya, au Panama, des deals d'armement, des réseaux d'influence. Et tout au fond, un nom qu'il n'aurait jamais imaginé voir, Well Jr. Et sous ce nom, un symbole étrange, un cercle percé d'une dague. Mama Uduak posa une main sur son épaule. Ton père avait un ennemi, un vieux cercle secret. Weil en fait partie. Chimamanda aussi. Tu pensais qu'ils voulaient ton argent? Non. Ils veulent ton héritage, ton sang. Et la carte, c'est ce carnet. Le silence s'abattit dans la pièce. Adewale comprit que cette trahison n'était pas un coup de cœur entre 2 amants. C'était un complot, une guerre ancienne. La vieille lui tendit une enveloppe. Tu dois aller à Jos. Là-bas vit ton parrain, Dogomala. Il t'enseignera ce que ton père t'a caché. Mais prends garde. Passer ce seuil, c'est dire adieu à l'homme que tu étais. Adewale ferma le carnet, et il dit seulement « Je suis prêt ». Le lendemain, avant l'aube, il enfourcha une moto volée au marché noir et partit vers Jos, le vent fouettant son visage comme un rappel de ce qu'il avait perdu. Les routes étaient mauvaises. 2 fois, il fut arrêté par des hommes armés. Il ne parla jamais. Son regard seul les fit douter. Dans une carrière abandonnée à la sortie de Jos, il trouva enfin Dogo Mala, un homme immense à la peau charbon, une jambe de fer et un regard tranchant comme une machette. Ancien mercenaire, ancien frère d'armes de son père. Je t'ai vu naître dans le sang, je te verrai renaître dans les cendres. Adewale tomba à genoux devant lui. Pas par faiblesse, par reconnaissance. Car pour la première fois depuis des semaines, il ne portait plus seul le poids de sa guerre. Durant 2 mois, Dogomala le forma, pas avec des armes, mais avec la stratégie, la manipulation, les jeux politiques. Il lui apprit à parler avec les juges, à lire dans les discours, à corrompre sans qu'on le voie, à détruire sans jamais lever la main. Et Adewale changea. L'homme trahi mourut. L'homme éveillé naquit. Il créa une fausse identité, réactiva des comptes dormants, contacta d'anciens rivaux de son empire. Une seule condition, rester dans l'ombre jusqu'au moment précis. Mais une nuit, tout faillit basculer. Un sniper tenta de l'abattre dans un hôtel de Makurdi. Raté de peu. Le message était clair, on sait que tu es vivant. Mais il ne recula pas. Il sourit. Et Dogomala, en le voyant sourire dans le sang, sut que le seuil était franchi. Adewale n'était plus en fuite. Le retour d'Adewale ne fut pas une apparition. Ce fut une ombre. À Lagos, les journaux continuaient à faire leurs gros titres sur le veuf vivant, le PDG disparu, l'homme effacé. Pendant ce temps, au 17e étage d'une tour dans le quartier de Victoria Island, un nouveau consortium nommé Aegis Group faisait son entrée dans les jeux politiques et financiers. Son fondateur, un certain Ifeanyi Ajala, entrepreneur discret revenu d'un exil au Canada, imposait le respect, la distance et la fascination. Il portait des lunettes teintées, avait une légère cicatrice à la tempe et parlait peu. Mais sous cette façade parfaitement conçue,
se cachait Adewale Okonkwo. Personne ne fit le lien. Il avait modifié sa voix, son accent. Il avait même refait ses papiers à partir d'une base d'identité morte retrouvée dans les archives militaires nigérianes. Il s'était réincarné. Son premier test était réussi. Devenir un fantôme dans sa propre ville. Il observa. Il infiltra. Il apprit. Well Jr., désormais président du conseil d'administration, affichait un sourire de conquérant, mais commençait à commettre des erreurs. Son arrogance s'étalait dans les médias. Ses dépenses privées augmentaient. Il croyait avoir gagné. Il croyait Adewale mort, ou pire, brisé. Chimamanda, elle, avait quitté la lumière, invisible. Certains murmuraient qu'elle était enceinte. D'autres qu'elle était à la tête d'un cercle occulte nommé Ojo Orun, qui s'appuyait sur les femmes influentes de l'élite nigériane pour contrôler les sièges du pouvoir économique. Adewale traça les liens. Tous menaient au même puits noir. Une confrérie qui avait ciblé sa famille depuis 2 générations et dont il était la dernière barrière. Mais il n'était pas seul. Il recruta des alliés, loin des projecteurs. Chacun un fragment d'une armée silencieuse. Bashiru, ancien hacker devenu mendiant, qu'il avait sauvé d'un lynchage. Il contrôlait désormais des serveurs dans 5 pays. Ngozi, avocate rognée par son cabinet pour avoir dénoncé un ministre. Elle avait soif de justice et de vengeance. Imam Sule, chef spirituel d'un quartier sensible, dont le fils avait été abattu lors d'une opération policière ordonnée par Wal. Son réseau s'étendait dans toutes les mosquées et garages de Lagos. Tari, une ex-soldate nigériane, amputée, reconvertie en formatrice d'agents de sécurité. Elle formait la garde de l'ombre d'Adewale. Il ne savait pas tout, mais il savait assez pour suivre un homme prêt à brûler le ciel. La première épreuve fut un piège. Une réunion secrète organisée par le ministre des Finances lui-même pour parler d'une levée de fonds géopolitique. Aegis Group fut invité. Adewale accepta. Et à la surprise générale, Chimamanda entra dans la pièce. Elle portait une robe noire simple, sans bijoux, les cheveux attachés. Elle s'assit à sa droite. Il sentit son parfum. Il ne broncha pas. « Vous êtes nouveau, dit-elle doucement, sans tourner la tête. Pas si nouveau que ça, répondit-il, le regard froid. Son cœur battait, mais son visage resta de marbre. Elle ne le reconnut pas. Mais elle plissa les yeux. Un doute, une vibration, et il sut qu'il devait accélérer. Elle était dangereuse, pas par amour, par instinct. Quelques jours plus tard, Bashiru intercepta une communication cryptée. Un transfert massif d'actions allait avoir lieu vers un compte inconnu. Adewale comprit. Ils allaient liquider le dernier pan de son héritage. Le siège ancestral de Bastra, Okonkwo Legacy Holdings, la maison même construite par son grand-père, allait être vendue à des intérêts étrangers. Il prit cela comme une déclaration de guerre. La nuit suivante, sous une pluie diluvienne, vêtus de noir, ses alliés infiltrèrent les serveurs, piratèrent les systèmes, modifièrent les signatures numériques, effacèrent les historiques. Et dans le coffre central, ils laissèrent un seul message, écrit en vieux Yoruba. Mowalaye. Emikoku. Je suis vivant, je ne suis pas mort. Well Jr. reçut l'information au petit matin. Il pâlit. Pour la première fois depuis des mois, il sentit la peur. Dans le miroir, en nouant sa cravate, il vit son reflet trembler. Et derrière son épaule, dans l'ombre de la pièce, une silhouette passa, fugace. Adewale n'était plus un homme, il devenait une présence. La nuit à Lagos avait une odeur de métal et de mensonge. Sous le ciel fendu d'éclairs, la ville vibrait, indifférente à l'histoire qui, en silence, se reconstituait pièce par pièce. Adewale, désormais maître de ses ombres, approchait du cœur de ce qu'il avait brisé. Il n'était plus l'homme trahi, il devenait l'homme qui allait comprendre. Cela commença par une clé. Un objet glissé dans une enveloppe anonyme, laissé dans un ancien coffre de l'Union Bank, avec un seul mot inscrit au dos, « Il ne t'a jamais dit tout ». La clé ouvrait un conteneur rouillé dans une zone industrielle de Tin Can Island, à la périphérie du port. Adewale y entra seul, malgré les protestations de Tari et Ngozi. Il savait que c'était un piège, mais il savait aussi que le vrai piège serait de ne jamais y aller. L'intérieur du conteneur était tapissé de journaux anciens, de photos de familles déchirées, de documents secrets, et au centre, un vieux magnétophone à bande. Il appuya sur lecture. La voix de son père, le général Olumide Okonkwo, résonna, rauque, grave, fatigué. « Si tu entends cela, c'est que j'ai échoué.
J'ai protégé la famille, mais je n'ai pas su te dire la vérité. Ton cousin, Wal, n'est pas ton cousin. C'est mon fils, né d'une erreur, d'un pacte, avec les mêmes personnes qui me tiennent aujourd'hui. Je pensais le surveiller. Il m'a trahi, comme sa mère. Le cœur d'Adewale se serra. Son frère, son ennemi. Ils veulent l'héritage de notre lignée. Non pas l'argent, le pouvoir ancien. Tu es l'héritier du masque de Minona, un sceau transmis depuis des siècles parmi les chefs d'Ifé. Ce que j'ai gardé caché, ils veulent l'utiliser. Le cercle s'appelle Ag-Amma, les gardiens du non-dit, et leur temple est sous notre maison, sous la terre de nos ancêtres. La bande s'arrêta brusquement. Adewale resta figé, un poids s'effondra dans sa poitrine. Il comprit. Ce combat n'était pas économique, ce n'était pas une guerre d'ego. C'était une lutte entre deux lignées, une vérité sacrée, un pacte brisé par le sang. Le soir même, il retourna à la maison familiale d'Okonkwo, déserte depuis le mariage annulé, désormais gardée par des agents de sécurité privés. Il en neutralisa 2. Un silence spectral régnait. Il passa par le passage secret que son père lui avait montré enfant en cas de coup d'État. Sous la maison, un couloir, puis un escalier de pierre rongé par le temps. Et au fond, une porte. Un symbole gravé dans la pierre, un œil fermé entouré de chaînes. Il entra. Le sanctuaire était réel. Des murs gravés de glyphes yoruba anciens, des masques sacrificiels, des jarres de rituels. Et au centre, une dalle recouverte de sang sec et de chaînes rouillées. Un vieil homme se tenait là, assis. Le prêtre Uba, gardien du sanctuaire, aveugle, mais voyant. Tu n'étais pas censé revenir, tu n'étais pas censé survivre. Et pourtant me voilà. Le sang appelle le sang, l'un de vous deux doit mourir ici. Le sceau n'obéit qu'à un seul héritier. Adewale regarda la dalle. Le masque était là, réel, ancien, frissonnant presque, et soudain, des pas. Weil entra, vêtu de blanc, seul. Tu n'aurais pas dû revenir, frère. Silence. Fraternité faussée. Ce que tu veux, je l'ai déjà. Ton empire, ta fiancée, ton silence. Ce masque n'est qu'un symbole. Non, il est la clé. Et toi, tu veux régner sans savoir. Je suis venu apprendre, pas tuer. Alors tu es déjà faible. Et il se jeta sur lui. Une lutte éclata, brutale, sourde, entre deux héritiers du même sang, du même père, de deux mères différentes, de deux mondes rivaux. Le masque entre eux vibrait sur la pierre. Ils roulèrent dans la poussière sacrée, échangèrent coups, cris, sang. Wal sortit une dague. Il la brandit. Mais Adewale l'arrêta. De justesse. Il retourna la lame et lui planta dans l'épaule, sans tuer. Puis, lentement, il posa ses mains sur le masque. Le sanctuaire s'illumina faiblement. Le vieux prêtre sourit. Le sceau avait choisi. Pas le plus fort, le plus digne. Adewale releva les yeux vers Wal, gisant au sol. Tu vis, mais tu ne régneras pas. Le masque de Minona ne brillait pas. Il palpitait. Dans les jours qui suivirent la confrontation dans le sanctuaire, Adewale disparut de nouveau. Ses alliés n'avaient plus de nouvelles. Bashiru s'inquiétait. Tari rôdait autour de la maison familiale. Dogomala, silencieux, savait. Adewale ne fuyait pas. Il traversait. Il ne portait pas encore le masque. Il ne l'avait même pas touché depuis la nuit où il avait vaincu Well. Il le gardait enfermé dans une valise métallique, protégée par 7 serrures. Car Adewale avait compris, ce masque n'était pas un simple artefact. C'était un pacte vivant, une fracture dans l'héritage, une clé qui, une fois tournée, ne pouvait être oubliée. Mais le monde réel ne l'attendait pas. Le gouvernement lança une enquête officielle sur la disparition et les actions d'Adewale. Des enregistrements sortis de nulle part l'accusaient de complot économique, de blanchiment, de sabotage. Les preuves étaient fabriquées, les témoignages achetés. L'ultime trahison vint de l'endroit le plus inattendu. Ngozi, son allié, son pilier juridique. Celle qui avait juré de l'aider à rétablir la justice fut vue quittant l'ambassade des États-Unis, escortée, protégée. Elle a vendu les fichiers, annonça Bashiru, la voix brisée. Elle a vendu tous nos mouvements, tous nos codes. Adewale resta immobile. Pas de colère, pas de cris. Il comprenait. Le prix à payer pour le pouvoir ancien, c'est la solitude. Ce fut cette nuit-là que Chimamanda le contacta. Pas un appel, une lettre, glissée sous sa porte, manuscrite. Je sais, je savais depuis longtemps. Mais je n'étais pas libre non plus. Viens ce soir seul à l'hôtel Eco-Atlantique, salle 1902. Je ne veux pas de pardon, juste la vérité. Adewale y alla, sans armes.
La salle était baignée d'une lumière orange. Chimamanda était là, simple, en boubou, les yeux cernés, et sur la table, un dossier. Je portais ton enfant, il est mort. 2 semaines après ta disparition. Ils m'ont obligé à avorter. Un gouffre s'ouvrit. Il chancela. J'ai trahi, oui, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai joué un rôle pour survivre. Mais je suis vide maintenant. Elle glissa le dossier vers lui. À l'intérieur, tous les codes internes du cercle Ago-Imo. Nom, compte, transaction, vidéo, témoignage, clé de destruction. Prends-les et fais ce que ton père n'a pas pu faire. Détruis-les tous. Mais je t'en supplie, ne deviens pas eux. Adewale la regarda longtemps. Il vit la femme, la victime, la traîtresse, l'enfant perdu, et il sut. Ce que le masque exigeait, ce n'était pas la victoire, c'était un sacrifice. Il lui prit la main, et doucement, il dit « Tu vas partir, cette nuit, avec cette valise. Elle contient le masque, tu vas le porter jusqu'au tombeau de mon père. Là-bas, personne ne pourra le récupérer. Tu me fais confiance? Non. Mais je ne veux plus vivre dans la haine. » Elle partit. Et il sut qu'il ne reverrait jamais ni Chimamanda ni le masque. Le lendemain, il publia les fichiers, les noms, les accords, les trahisons. Il fit exploser le système de l'intérieur. La presse se déchaîna. L'Assemblée fut secouée. Le président ordonna une enquête nationale. Wilde Jr. fut arrêté dans une suite à Dubaï. Le réseau s'effondra. Mais Adewale n'en tire aucun profit. Il refusa les interviews, les hommages, les nouvelles alliances. Il retourna à la villa, désormais vide. Et dans le sanctuaire souterrain, il alluma une bougie. Le masque n'était plus là. Le pouvoir enterré avec l'âme qu'il aurait dû sacrifier. Adewale s'assit sur la pierre froide et sourit. Il avait vaincu, non pas ses ennemis, mais lui-même. Le monde parlait de lui. L'Afrique le citait. Les puissances l'analysaient. Mais nul ne savait où il était. 3 mois après l'effondrement de l'empire caché d'Ago-Aima, Adewale Okonkwo était un mythe. Des rumeurs le situaient au Kenya, d'autres en Islande. Certains disaient qu'il s'était suicidé, d'autres qu'il préparait une nouvelle révolution. Mais la vérité, elle, se cachait bien loin de Lagos. Dans une vieille école délabrée du delta du Niger, aux abords d'un village oublié, un homme aux mains calleuses refaisait les toits, brique après brique. Il riait avec les enfants, mangeait assis à même le sol et dormait sur un simple matelas. Il ne portait plus de montre. Il n'avait plus de nom officiel. Juste un carnet et un feu apaisé dans le regard. C'était lui, Adewale. Un jour, un jeune garçon s'approcha timidement. « On dit que tu étais un roi, que tu as fait tomber des géants. C'est vrai? Je ne suis qu'un homme. Alors pourquoi tu souris tout seul le soir? Parce que je ne porte plus de masque. » Mais la paix n'est jamais entière. Un matin, alors qu'il réparait un puits, une voiture s'arrêta. Noire, discrète, moteur encore chaud. Une femme en sortit, silhouette fine, cheveux rasés. Gozi. « Tu m'attendais? » Pas vraiment, mais je savais que quelqu'un finirait par venir. Elle s'assit sur une pierre, tira une lettre de sa veste. Chimamanda. Elle est morte, assassinée à la frontière béninoise. Le masque a disparu. Un frisson. Mais pas de larmes. Il s'y attendait. Elle était un sacrifice, total. Le cercle n'est pas fini. Ce que tu as abattu n'était qu'un visage. Le corps est plus vaste. Elle le regarda longuement. Tu veux que je recommence? Non, je veux que tu choisisses. Cette fois sans colère. Elle lui tendit une clé USB. Dedans, tout ce qu'il faut pour reconstruire ton empire, légalement, avec ce que tu es devenu, pas ce que tu étais. Il la prit, regarda le plastique, fragile, une porte, un retour. Mais cette fois, la récompense, ce n'était pas le pouvoir, c'était le choix. Cette nuit-là, il marcha seul sur le bord du fleuve. Il pensa à son père, à sa mère, à Chimamanda, à Well, à l'enfant qu'il n'aura jamais connu. Et il sourit. Il enterra la clé USB sous un baobab, puis il leva les yeux vers les étoiles. J'ai choisi. Le lendemain, à Lagos, un programme fut annoncé. Fondation Okonkwo, Renaissance du Delta. Une initiative anonyme finançant des écoles, des centres de santé, des terres agricoles, des refuges pour femmes. Sans visage, sans logo, mais dans un village reculé, les enfants savaient. Quand ils couraient entre les manguiers et qu'un homme réparait les bancs, on disait « c'est lui ». Celui qui a traversé le feu, mais n'a gardé que la lumière. Le soleil du matin se levait lentement sur les lagunes du delta. Une brume douce serpentait les rizières comme une prière en suspens. Dans ce silence suspendu, un homme fendait les herbes hautes,
un carnet de cuir contre sa poitrine. Adokonkwo. Il n'était plus l'homme qui avait fui un mariage, ni l'homme qui avait détruit un empire, ni même le survivant d'une trahison à double tranchant. Il était devenu l'élixir lui-même. Dans le monde visible, on parla de miracle. À Abuja, un sénateur corrompu fut arrêté après une fuite documentaire impossible à tracer. À Londres, un cabinet d'avocats ferma brusquement, leur compte gelé par une source civile anonyme. À Genève, une ONG surgie de nulle part finança la reconstruction d'un hôpital nigérian détruit par des milices. Mais tous les fils en silence remontaient au même nom, un nom que personne ne citait publiquement, un nom effacé. Adewale. Un jour, alors qu'il supervisait la construction d'une bibliothèque communautaire dans le Delta, une camionnette s'arrêta. Une femme descendit. Pas Ngozi, pas une ennemie. Sa mère, fatiguée, émaciée, les cheveux couverts d'un foulard simple. « Tu m'as manqué. » Il s'avança, la serra contre lui. Aucun mot. Puis elle lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, une photo, un bébé. Elle avait menti. L'enfant a survécu. Une infirmière l'a protégé. Il est vivant. Il a été confié à une famille dans le Nord. Ce garçon porte ton prénom. Le cœur d'Adewale cessa un instant de battre. Il s'agenouilla, incapable de contenir ce qu'il ressentait. Pas de larmes, mais une respiration profonde, animale, comme celle d'un homme qui renaît, encore une fois. Des mois plus tard, un jeune garçon courait dans une école aux murs colorés. Il riait fort, portait un vieux bracelet tressé et courait vers un homme qui l'attendait, les bras ouverts. Adewale ne vivait plus caché. Il vivait simplement. Il avait transmis. Il avait transformé. Le monde le cherchait encore. Mais ce qu'il avait laissé n'avait plus besoin de son nom. Il avait laissé un système vivant. Des écoles qui enseignaient l'éthique. Des réseaux souterrains de journalistes citoyens. Des femmes réarmées de pouvoir économique. Des enfants éduqués sans dette, sans peur, sans chaîne. Il était devenu le feu silencieux. Un soir, dans sa maison au bord du fleuve, le garçon vint s'asseoir à ses pieds. « Papa, pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Pourquoi tu ne vis pas dans une grande ville? Pourquoi personne ne te connaît ?» Adewale sourit, regarda l'eau. « Parce que quand j'étais jeune, j'ai cru que pour changer le monde, il fallait qu'il m'appartienne. Mais maintenant, je sais, pour vraiment le changer, il faut lui rendre ce qu'il m'a pris. » Le garçon posa sa tête sur sa jambe et s'endormit. Le masque de Minona n'avait jamais été retrouvé, mais son pouvoir, lui, brillait désormais dans les yeux d'un enfant. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Tu as vécu avec nous le voyage d'Adewale Okonkwo, un homme brisé qui a transformé la trahison en lumière et le pouvoir en héritage. Si tu as aimé cette narration, abonne-toi maintenant à notre chaîne YouTube pour découvrir d'autres récits bouleversants, épiques et inoubliables. Maintenant, à toi de parler. Que ferais-tu à la place d'Adewale? Pardonnerais-tu à Chimamanda ou aurais-tu porté le masque? Penses-tu qu'on peut vaincre un système sans devenir un monstre soi-même? L'histoire du fils d'Adewale? Écris ton avis dans les commentaires. Et si tu veux d'autres histoires comme celle-ci, tape simplement « Encore une ». À bientôt pour un nouveau voyage.